Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Bonjour Marc Ferracci. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Alors, nous allons bien sûr revivre avec vous ce moment inédit de l'histoire contemporaine où Donald Trump a taclé publiquement Volodymyr Zelensky. Au-delà du seul sujet de la guerre en Ukraine, est-ce que cela en dit long des futures relations commerciales et stratégiques que la France ou l'Europe, constituée selon M. Trump pour emmerder les États-Unis, et que peut faire le roi Charles III et le gouvernement britannique aujourd'hui à Londres? Y a-t-il un quelconque moyen de pression? Nous évoquerons bien sûr le sujet algérien, puisque même si plusieurs ministres, dont le premier, sont prêts à dénoncer l'accord de 1968, le président de la République, dont vous êtes proche, détricote. Pour lui, il n'en est pas question. Et puis bien sûr, parce que vous portez l'industrie et l'énergie, nous évoquerons vos sujets propres qui sont chers aux Français. L'incertitude sur le prix de l'électricité, les ventes de voitures une nouvelle fois en baisse, le choc que vous voulez sur la réindustrialisation est-il au rendez-vous? Vous nous le direz. Pour vous interroger ce matin, Clémence Lemestre des Échos. Bonjour Clémence. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous avez, Marc Ferracci, comme les responsables politiques du monde entier, vendredi suivi la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. On y voit un moment, je l'ai dit, inédit dans l'histoire politique contemporaine. D'abord, le président ukrainien se plaint que les dirigeants du monde entier n'ont rien fait, selon lui, depuis 2014, qu'ils ont laissé envahir la Crimée, que ni Obama, ni Trump 1, ni Biden n'ont rien fait, sans compter Macron et Merkel. Et là, après une première salve de J.D. Vance, Donald Trump fulmine, arrête Zelensky, lui demande de ne plus parler, rappelle que sans l'aide financière et militaire des Américains, il n'aurait pas tenu 2 semaines face à Poutine. Et enfin, le coup près, signer ce traité sur les minerais, sinon on vous laisse tomber. Comment est-ce que vous avez vécu ça ? Je l'ai vécu, comme vous l'avez dit, avec un petit peu de stupéfaction, parce que c'est un moment parfaitement inédit dans notre histoire contemporaine. On a le sentiment que ici, les caméras ont peut-être généré quelque chose qui aurait dû rester à huis clos. Je pense que maintenant, il y a des enjeux... Mais c'est Donald Trump lui-même qui a dit non, mais c'est bien que les Américains du monde voient exactement ce qui se passe. Oui, mais vous savez, ce genre de discussions, qui sont par nature des discussions diplomatiques, des discussions sensibles, il peut arriver qu'on en donne quelques extraits à donner, à voir au monde, mais je pense que, plus largement, on a besoin de discrétion sur ce genre d'échange. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut enclencher ? Je pense qu'il faut réengager le dialogue. Les États-Unis ont aidé l'Ukraine, l'Europe a aidé l'Ukraine beaucoup plus que les États-Unis, ça a été démontré. Et on a besoin maintenant de stabilité. Le dialogue a besoin d'être réengagé entre Zelensky et Trump, j'espère qu'il le sera. Le dialogue, vous l'avez dit, il va avoir lieu aujourd'hui entre Européens, en incluant le Royaume-Uni. C'est très important parce que la situation sur le terrain aujourd'hui en Ukraine est une situation très difficile pour les soldats et pour l'armée ukrainienne. C'est une situation dans laquelle on a besoin de donner des perspectives. La perspective que tout le monde attend, c'est un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu qui ne peut pas être atteint sans donner des garanties de stabilité à l'Ukraine et des garanties de sécurité à l'Ukraine. Et c'est le sens, puisque vous avez posé la question, c'est le sens du sommet qui a lieu aujourd'hui à Londres. Ce sera aussi le sens des discussions qui auront lieu cette semaine à Bruxelles, dans le cadre d'un Conseil européen qui sera consacré à l'Ukraine et qui parlera notamment des enjeux de financement, parce qu'on a besoin désormais de tenir compte de cette nouvelle donne et de renforcer la défense européenne. Mais est-ce que vous diriez que, comment dirais-je, M. Zelensky a bien joué ses cartes avec Donald Trump? Est-ce que, quand on regarde la séquence en longueur, avant le tacle de Donald Trump, comme je l'ai dit en introduction, il dit voilà, vous n'avez rien fait, ils ont voulu qu'on signe un accord de cessez-le-feu en 2019 avec Mme Merkel, avec M. Macron, et puis finalement, et c'est là que J.D. Vance dit wow, attendez, vous êtes à la Maison-Blanche, la première chose que vous pourriez dire, c'est merci. Est-ce que d'ailleurs, ça n'explique pas le fait que Volodymyr Zelensky, sur une chaîne américaine derrière, quand il est interrogé, en fait, il est très poli. Il dit oui, effectivement, merci beaucoup, les États-Unis, j'attends votre soutien, etc. Bon, d'abord,
moi, je ne vais pas donner des bons et des mauvais points aux uns et aux autres. Et ah bon, parce que votre président donne des bons et des mauvais points et donne même des conseils à Donald Trump en disant... Moi, je ne vais pas donner des bons et des mauvais points, en particulier à Volodymyr Zelensky, qui, avec énormément de courage, se bat contre l'agresseur qu'est la Russie. Parce qu'il faut quand même replacer les choses dans leur contexte, et c'est aussi ça qui a fait l'objet des échanges. La genèse de tout cela, c'est une agression, et l'agresseur, c'est la Russie. Il faut quand même le rappeler. Donc maintenant, on a effectivement un moment de tension qui a été absolument stupéfiant devant les caméras du monde entier. Je pense que cette tension, il faut la surmonter, il faut réengager une forme de dialogue. Nous verrons bien jusqu'où mènera le dialogue. Et là, la balle est aussi dans le camp de l'administration américaine. Est-ce qu'ils vont continuer à soutenir Zelensky et l'Ukraine, ou est-ce que, eh bien, il faudra trouver les conditions d'une défense de l'Ukraine qui soit plus portée par les Européens? Ben ça, c'est ce que nous allons voir dans les prochaines semaines. Alors justement, c'est une question importante. Les Européens. La question politiquement se pose, qui sont les Européens? La France a son armée, l'Allemagne en a une plus ou moins, mais l'armée européenne n'existe pas formellement. Donc, qui sont les Européens dans les circonstances? Qui parle au nom des Européens? À moins que ce soit l'Union européenne, mais si c'était le cas, je ne savais pas qu'elle avait la compétence militaire. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de pays qui ont des armées susceptibles d'être mobilisées, qui ont une capacité d'intervention extérieure. Ce n'est pas tous les pays européens qui ont la même capacité. La France est évidemment à l'avant-garde de ce dialogue. Les Européens, aujourd'hui, ils ont besoin de tenir compte de cette nouvelle donne. On a un allié américain qui, désormais, on le voit, est très instable dans ses prises de position, est très instable dans sa doctrine stratégique, et nous devons en tenir compte, nous devons en tirer tous les enseignements, avec l'idée assez simple que l'autonomie stratégique de l'Europe passe par la défense. Donc pour répondre à votre question, eh bien, c'est d'abord le dialogue qui va permettre de définir ce qu'est désormais la doctrine stratégique des Européens, et c'est l'enjeu des discussions qui ont lieu aujourd'hui à Londres. Ce sera l'enjeu des discussions qui auront lieu cette semaine à Bruxelles, et il faut en particulier définir ce que doivent être les positions des Européens sur l'Ukraine, et en particulier ces fameuses garanties de sécurité qu'on doit accorder à l'Ukraine dans la perspective d'un cessez-le-feu. Et pour ça, eh bien, écoutez, il y a aujourd'hui un pays, la France, qui a pris l'initiative avec le président Emmanuel Macron. Je pense que le dialogue, il va se poursuivre dans les prochaines semaines. Et j'espère surtout eh bien, qu'on va trouver une voie de passage qui permette le cessez-le-feu en Ukraine, parce que c'est quand même ça le point de départ de tout cela. Il y a eu 1 million de morts en Ukraine. Il y a un pays qui est dévasté. Il y a des infrastructures qui font l'objet d'attaques quasi quotidiennes. Oui, tout ça, on le sait, Marc Ferracci, mais est-ce que vous qui ne voulez pas donner de bons ou de mauvais points à Donald Trump, et j'en conviens, et à M. Zelensky, est-ce que concrètement la France reproche à Donald Trump de vouloir mettre dans la balance un traité sur les minerais? Parce que c'est ça aussi, Donald Trump a dit on a prêté de l'argent, on a aidé les Ukrainiens avec de l'aide militaire. Et aujourd'hui, he wants to pay him back. Il veut se rembourser là-dessus. Il l'a dit clairement au sommet des conservateurs, et ça a été tout l'objet de cette réunion dans le bureau ovale. Il devait y avoir un accord signé sur les minerais, mais j'allais dire de la même façon, cyniquement ou pas cyniquement, la France elle-même va avoir des intérêts en Ukraine, et Clémence nous le dira tout à l'heure. Il y a, je crois savoir, un accord sur une mine de graphite. Il va y avoir une reconstruction de l'Ukraine avec des accords sur le BTP, sur le ferroviaire, etc. Est-ce que, je reviens à ma première question, est-ce que l'Europe, est-ce que la France, est-ce que vous, ministre de l'Industrie, vous condamnez Donald Trump à avoir un accord sur les minerais avec l'Ukraine? Mais pardonnez-moi, l'affaire de cet accord sur les minerais, c'est une affaire entre l'Ukraine et les États-Unis. Et je constate que l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, est allé à Washington pour signer cet accord. À la fin, pour les raisons qu'on a bien vues, ça ne s'est pas fait. C'est un enjeu de souveraineté ukrainienne. Moi, je ne vais pas commencer à m'immiscer dans un dialogue qui a lieu entre deux pays souverains sur la question de l'appropriation des terres dans le cadre d'un accord diplomatique. Appropriation des terres, donc vous, d'une certaine manière, vous le condamnez? Mais non, encore une fois, je ne condamne rien de ces discussions autour d'un accord. C'est une discussion qui est rentrée, qui a été initiée par Donald Trump, à laquelle l'Ukraine a souhaité donner suite. À la fin, ça ne s'est pas conclu. Je ne sais pas si ça se conclura un jour, mais sur ce sujet-là, il n'y a absolument aucune ambiguïté sur le fait que cette
une décision, une démarche souveraine de l'Ukraine autour de cet accord. Donc il n'y a rien à condamner. Clément. Et justement, à propos des minerais rares, il y a des discussions pour le coup entre l'Europe et l'Ukraine, alors qui, je crois, date d'avant la guerre en Ukraine. Est-ce que vous savez où ça en est? Il y a notamment une mine de graphite qui est clé pour notre industrie pétrochimique. Et il y a aussi d'autres projets qui doivent être présentés en mars à Bruxelles. Vous pouvez nous en parler? Écoutez, justement, les discussions sur ce type d'enjeux, elles ont besoin d'être menées de manière discrète, de manière diplomatique, de manière économique. Et nous verrons, dans le cadre d'une reconstruction de l'Ukraine, qu'il faut quand même concrétiser. Je veux dire, vous me disiez tout à l'heure, on sait tout ça à propos des pertes en Ukraine. La réalité, c'est que sur le terrain, il y a toujours la guerre en Ukraine. Donc avant de parler de la reconstruction, avant de se projeter dans ce genre de choses, moi je pense qu'il faut d'abord stabiliser la situation sur le terrain et avoir un cessez-le-feu. Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, est notre invité au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. À tout de suite. Retour sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews en partenariat avec Les Échos et le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Marc Ferracci. On connaît la rhétorique de Donald Trump. Beaucoup disent que c'est l'art du deal, qu'il faut parfois savoir interpréter. Mais quand vous entendez des choses comme l'Europe est faite pour emmerder les Américains, ou quand vous voyez ce qui s'est passé, on vient d'en parler vendredi à la Maison-Blanche, que dites-vous? Est-ce que vous dites que vous, si vous y allez, par exemple, dans le cadre de négociations entre la France et les États-Unis, vous allez être écrasé comme une mouche? Non. Face à ce genre de déclaration, il faut garder son sang-froid. Sur tous les sujets d'ailleurs, que ce soit sur l'Ukraine, sur la politique commerciale américaine, sur les déclarations autour des droits de douane. La première des choses, c'est d'abord de réagir en européen, parce qu'on sait très bien que les États-Unis ont un poids à la fois économique, militaire, qui implique... Ça veut dire quoi, réagir en européen? Réagir en européen, ça veut dire être unis, notamment quand on a des annonces ou des menaces d'augmentation des tarifs douaniers, afin de faire masse d'un marché qui représente 450 millions de consommateurs et dont les États-Unis ne peuvent pas se passer. Ça veut dire établir un rapport de force. C'est ça, agir en européen. On voit bien que Donald Trump est quelqu'un de transactionnel, vous l'avez dit, il pratique le deal, et il est dans le rapport de force constant. Je pense qu'il faut assumer ce rapport de force sur le plan économique. Il faut assumer sans surréagir, et si d'aventure une attaque commerciale se fait jour, et c'est ce qui a visiblement été planifié par l'administration américaine, il faut répondre de manière similaire, de manière proportionnée, sans escalade, sans surenchère, mais il faut le faire en européen, parce que évidemment que si on réagit et on raisonne pays par pays, ça ne fonctionnera pas. Mais vous notez, la formule, j'y reviens, réagir en européen. Alors bon, sur le plan militaire, ça peut vouloir dire quelque chose. Sur le plan économique, pensez seulement à l'exemple du Mercosur dont on parlait il y a quelque temps. Manifestement, agir en européen, les Français n'ont pas la même vision du Mercosur que les Espagnols, que les Allemands et ainsi de suite. Dans les circonstances présentes, penser en européen. Est-ce que ça veut dire penser en allemand, penser en français, penser en espagnol, sachant que les trois ne pensent pas nécessairement la même chose? S'agissant de la situation qui pourrait naître des déclarations de Donald Trump, c'est-à-dire on va augmenter les droits de douane de 25% sur tous les produits importés d'Europe. Je pense que là, il y a un consensus entre tout le monde pour dire que avant de négocier quoi que ce soit, il faut riposter, c'est-à-dire appliquer des droits de douane similaires sur des produits américains. Ça, là, c'est constructif, ça? Oui. Vous savez, il y a un principe de réalité qui s'applique dans les relations commerciales. Ces relations, elles doivent être caractérisées par un principe de réciprocité. Vous me parlez du Mercosur. Pourquoi la France ne veut pas signer le Mercosur aujourd'hui? Parce que ce traité ne contient pas suffisamment de clauses de réciprocité qui soient susceptibles d'être appliquées, notamment sur l'agriculture. La réciprocité, c'est si on vous taxe, et nous ne souhaitons pas être taxés, parce que personne n'a intérêt à la guerre commerciale. Ça va détruire des emplois, ça va détruire un certain nombre de pans. La France et l'Europe, pour le coup, risqueraient de perdre plus que les États-Unis dans une guerre commerciale. Est-ce que la réciprocité est vraiment la chose à faire? C'est parce qu'on peut continuer à monter mais comme bien ça. sûr, il faut... L'Europe n'a pas d'autres instruments? J'insiste. Il faut éviter la guerre commerciale. Il faut éviter cette escalade qu'on évoque. Oui, mais vous dites qu'il faut quand même répondre. Donc, la première, oui, mais il faut montrer que l'on va répondre. Moi, j'insiste. Aujourd'hui, Donald Trump a déclaré des choses. Il n'a pour l'instant pas pris de décision sur l'Europe. J'attire l'attention sur le fait que pas de décision Comment vous l'interprétez prise. Ça veut dire qu'il menace? Peut-être qu'il se prépare, peut-être qu'il menace, peut-être qu'il a d'autres objectifs. Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'il faut garder son sang-froid. Nous réagirons
quand des décisions auront été annoncées, quand des décrets auront été pris de la part de l'administration américaine. Il faudra le faire de manière proportionnée en évitant l'escalade. Mais j'insiste, il ne faut pas arriver dans ce genre de rapport avec une proposition sur la table et avec des concessions. Parce que Donald Trump, si on lui fait des concessions, le plus probable, c'est qu'il prenne les concessions et qu'il continue. Vous avez dit qu'il ne fallait pas faire de concessions menacer. préalables. Mais Voilà. juste que je comprenne quelque chose. Si les Américains mettent leurs menaces à exécution en disant on va finalement les appliquer, ces 25% de droits de douane. Si la France et l'Europe disent nous aussi on va faire des droits de douane. Si derrière la Chine dit nous aussi on va faire... C'est quoi? C'est la fin de la mondialisation. Tout le monde se replie sur soi-même. Et dans ce cas-là, pardonnez-moi, question ouverte, où est-ce qu'on va? Écoutez, c'est une bonne question. Où est-ce qu'on va? Moi, j'ai pas de boule de cristal, mais ce qui est certain, et là, Non, mais vous êtes ministre de l'Industrie. Pardonnez-moi, vous avez raison de dire que l'ouverture au commerce qui a caractérisé les relations internationales pendant des décennies, après la Seconde Guerre mondiale, qui s'est progressivement amplifiée, cette ouverture au commerce, aujourd'hui, elle est remise en question de manière profonde, et elle est remise en question, je dois le dire, par les États-Unis d'Amérique, qui ont décidé de mener une politique commerciale très différente. Moi, je souhaite que tout le monde prenne en compte les conséquences. Et je pense qu'aux États-Unis, on prendra en compte les conséquences de ce que peut être la taxation des produits européens ou des produits chinois, parce que je pense que les industries américaines ont beaucoup à y perdre. Lorsque Donald Trump a annoncé une augmentation des tarifs sur les biens en provenance du Canada, sur l'acier et l'aluminium, toutes les chaînes de valeur de l'automobile, par exemple, ont été déstabilisées. Et les industriels américains ont tout de suite constaté qu'il y avait beaucoup de dégâts liés à cette décision potentielle de l'administration américaine. Donc, à un moment ou à un autre, je pense qu'il faut toujours garder en tête les conséquences et il ne faut pas surréagir. Nous, c'est ce que nous prenons. Mathieu. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, là, vous dites surréagir. J'entends, par exemple, dans la séquence présente, devant la Russie de Poutine, il faudrait l'Europe de la défense. Devant l'Amérique de Trump, il faudrait presque une forme d'Europe plus intégrée économiquement que jamais. Est-ce qu'on a raison, et certains vont jusqu'à parler, par exemple, d'une mutualisation de l'arme nucléaire sur le plan de la défense. Est-ce qu'on a raison d'entendre derrière ces propositions l'idée que tout ça doit être l'occasion du grand saut fédéral européen espéré par plusieurs depuis longtemps? Et notamment M. Draghi. Je ne sais pas s'il faut parler de grand saut fédéral, mais il faut parler d'intégration européenne mais toujours plus poussée. Plus profonde. Ça, c'est une certitude. On a besoin, effectivement, de consolider l'outil de défense européen et on a besoin de raisonner en européen sur la défense. Vous évoquez la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, aujourd'hui, un seul pays de l'Union européenne en dispose, c'est la France. Un certain nombre de pays sont sous le bouclier nucléaire américain et ne peuvent que constater que l'Amérique n'est plus un allié aussi fiable, aussi stable qu'elle a pu l'être ces dernières années et ces dernières décennies. C'est important ce que vous dites, Marc Ferracci. Non, mais je dis, ça n'est plus un allié aussi stable. C'est une évidence. Il y a des déclarations qui montrent que les lignes bougent. Donc aujourd'hui, sur ce sujet, nous devons avoir une réflexion et un dialogue stratégique, et c'est, je pense, le sens des échanges qui ont lieu aujourd'hui et qui auront lieu dans les prochains jours, sur l'architecture de la défense européenne. Mais qui peut aller jusqu'au fait de renoncer à la souveraineté française sur l'arme nucléaire pour la transférer à une souveraineté européenne? Mais pardonnez-moi, mais ce que vous dites n'a aucun sens. Je pose la question, parce que je l'entends. Ce n'a aucun sens. C'est pas moi qui le dis, je reprends pense pas que ce soit Mathieu qui... C'est une proposition qui circule beaucoup dans l'espace public, vous en conviendrez. Discuter dans le cadre d'un dialogue stratégique de la manière dont s'opère la dissuasion nucléaire à l'échelle européenne, ça n'est aucunement remettre en question la souveraineté française sur le nucléaire, civil et militaire d'ailleurs. Concrètement, la chaîne de valeur du nucléaire... Vous êtes conscient que cette proposition existe dans l'espace public? La chaîne de valeur du nucléaire, l'industrie du nucléaire, jusqu'à la production d'armes nucléaires et surtout jusqu'à la décision d'utiliser l'arme nucléaire, elle reste et elle restera française. Il faut être très clair là-dessus. Dès le début des années 60, le général de Gaulle a évoqué l'idée que, sur le sujet de la défense européenne, il fallait tenir compte de l'ensemble des intérêts de la France. Et les intérêts de la France ne s'arrêtent pas aux frontières françaises. On est simplement dans le prolongement de cette réflexion politique, cette réflexion stratégique, et nous allons discuter de ces sujets-là. Mais la souveraineté Il y a des lignes rouges.
Il y a des lignes rouges sur le nucléaire militaire évidemment. Pour le dire français. très clairement aux gens qui nous écoutent, celui qui prendra la décision, qui prendrait la décision, parce que je ne veux pas parler au futur, évidemment, qui prendrait la décision d'utiliser l'arme nucléaire, c'est, et ça restera, le chef des armées, c'est-à-dire le président de la République française. Sur l'industrie de défense, justement, on parle d'une industrie de défense européenne, vous en parlez, il y a surtout une industrie de défense française. Or, on voit que beaucoup de pays européens achètent aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez pousser vraiment une industrie de défense européenne? D'abord parce que ça favoriserait l'industrie française, mais aussi, comme vous le dites, les États-Unis ne sont plus un allié fiable. Que se passe-t-il si demain ils refusent de vendre, par exemple, leurs missiles Patriot à l'Ukraine, à la Pologne, à certains pays européens qui sont vraiment dépendants de l'industrie américaine? Et vous pointez un sujet absolument essentiel. Lorsque l'on achète des armes, lorsque l'on achète des missiles, lorsque l'on achète des avions, on s'engage sur des années. On s'engage dans des contrats de maintenance, on s'engage dans des contrats qui nécessitent d'avoir en tête la dimension opérationnelle de l'utilisation des armes. Et évidemment que vous devez avoir une relation extrêmement stable avec celui qui vous a vendu les armes. Donc là, on voit bien, et je le disais encore une fois, que la relation avec les États-Unis, elle est beaucoup moins stable. Oui, mais est-ce qu'on peut compenser? Est-ce qu'on a suffisamment d'usines? C'est précisément l'enjeu des discussions. La semaine prochaine, à Bruxelles, on discutera financement de l'industrie de défense. Et j'espère que les discussions amèneront à muscler considérablement les dépenses en matière de défense européenne à l'échelle de chacun des pays, et surtout avec le souci d'intégrer au maximum cette défense, c'est-à-dire d'avoir une discussion sur le contenu et sur la manière dont on utilise les armes. On attend ce sursaut européen sur l'industrie de l'armement et sur l'industrie de défense qui est cruciale en ce moment. Marc Ferracci, notre invité, on revient juste après une nouvelle pause. À tout de suite sur CNews et Europe 1. Invité du grand rendez-vous ce dimanche, Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Marc Ferracci, on a besoin de vos lumières sur le dossier algérien. Pourquoi? Parce qu'il est complexe et surtout parce que le contre-ordre au niveau de l'exécutif qu'on a vécu ces 2 derniers jours est assez incompréhensible. Résumé, si vous le voulez bien, des épisodes précédents. Dimanche dernier, ici même à votre place, Jean-Noël Barrot dit « La méthode forte en Algérie, ça marche pas », contrairement à Bruno Retailleau qui disait que la méthode douce, au contraire, c'était fini. Mercredi, conseil interministériel sur le contrôle de l'immigration. François Bayrou, entouré de Barrot et de Retailleau, annonce que la France va demander le réexamen de la totalité des accords de 1968, la réciprocité entre l'Algérie et la France, 4 à 6 semaines, avec une liste d'urgence des personnes qui doivent être renvoyées en Algérie. Jeudi, à mon micro sur Europe 1, dans l'étage du dessous, François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, découvrait stupéfait le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, se concluant par « pas question de céder aux ultimatums de la France d'extrême droite revancharde ». Voilà ce que dit le ministre algérien des Affaires étrangères et il disait, François-Noël Buffet, que l'Algérie inversait les rôles. Et puis vendredi, coup de théâtre, au Portugal, Emmanuel Macron dit qu'il n'est pas question de dénoncer unilatéralement les accords de 1968. Franchement, Marc Ferracci, comment est-ce que vous voulez que les Français comprennent ce qui se passe au niveau de l'exécutif? Bon. Le point de départ de tout ça, c'est une tension dans la relation entre la France et l'Algérie qui est née notamment, vous le savez, du fait que le gouvernement algérien fait le choix de ne pas accepter des ressortissants algériens qui sont frappés d'une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français. Et ça, c'est en contradiction avec les engagements qui ont été pris par l'Algérie. Je pense qu'il faut se ramener à des choses assez simples et en particulier rappeler ce que sont les engagements qui lient à travers un certain nombre de traités, notamment l'accord de 1968 qui lie la France et l'Algérie et qui traite notamment des avantages dont peuvent disposer les ressortissants algériens. Qu'a dit le Premier ministre cette semaine? Qu'a dit le Premier ministre? Il a dit que l'ensemble des accords entre la France et l'Algérie, compte tenu de cette situation, il devait être regardé et en particulier on devait s'intéresser à l'application de ces accords pour voir si cette application était équitable, était équilibrée du côté français et du côté algérien, et en particulier évidemment du côté algérien. Je pense que nous en sommes ici. Pour répondre à votre question sur les différentes prises de position qui ont été celles des responsables politiques cette semaine, je pense qu'on a une méthode qui est claire, qui est de regarder de manière pragmatique si les engagements sont tenus. Et si les engagements ne sont pas tenus, eh bien
ensuite, on en tire les conséquences. Les conséquences, le Premier ministre dit on dénonce les accords de 68 et le Président de la République, que vous connaissez bien, dit il n'en est pas question. Il n'est pas question de dénoncer unilatéralement les accords de 1968. Mais comment est-ce que vous voulez faire comprendre à 70 millions de Français qu'il y a un Président de la République qui dit A et un Premier ministre qui dit B? Mais vous avez utilisé le terme unilatéral. Moi, je pense que ça n'est pas de la manière unilatérale qu'il faut procéder. Il faut commencer par renouer une forme de dialogue avec le gouvernement algérien pour essayer d'obtenir des résultats. Comment voulez-vous dialoguer avec un gouvernement algérien qui dit « Ainsi, l'extrême droite française, revancharde et haineuse, aura réussi son pari. La relation algéro-française qu'elle a prise en otage aura été mise au service des basses œuvres politiciennes indignes d'elle. » C'est pas moi qui l'invente, c'est le communiqué algérien. Comment est-ce que vous voulez dialoguer avec ce genre de propos? Le gouvernement algérien a effectivement, et ça n'est pas d'hier, on le sait depuis maintenant des mois et presque des années, a une position et une posture qui est hors des clous de la diplomatie classique. Et je suis dans l'euphémisme en disant ça. Oui. Donc, je suis dans l'euphémisme en disant ça. Maintenant... quelle est la préoccupation qui doit être la nôtre? D'abord, c'est d'être efficace, et en particulier sur ce sujet des OQTF, d'obtenir des résultats. Ensuite, c'est de tenir compte de l'ensemble de la communauté des Français qui sont parfois d'origine algérienne, des Algériens qui vivent en France, de la communauté algérienne en France, qui vivent forcément très mal cette situation de tension. Je pense que... C'est-à-dire ? Il faut se... vous savez, quand vous êtes témoin des tensions, d'une forme d'agressivité entre deux pays qui vous sont très chers, vous le vivez mal. Vous craignez un écartèlement de la loyauté, quoi ? Pas du tout. Au contraire, moi je considère que la communauté algérienne, c'est d'abord une communauté composée d'hommes et de femmes qui sont très attachés qui sont extrêmement attachés à la France. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut tenir compte des gens, il faut tenir compte des citoyens qui sont au fond au milieu de ces péripéties diplomatiques. Et mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas en tenir compte? C'est long que je comprenne. Vous dites on doit en tenir compte. En ce moment, est-ce qu'on en tient compte? Et ça veut dire qu'on doit également prendre en compte la manière dont les conséquences plutôt des actes qui sont pris affectent la relation entre la France et l'Algérie et affectent ce faisant la communauté algérienne en France. Mais ce que je veux dire, c'est que vous nous avez décrit ce qui s'est dit cette semaine. Ce qui s'est dit cette semaine, pour moi, c'est au fond assez clair. C'est qu'on a besoin de passer au crible notre relation avec l'Algérie en examinant le contenu des accords et l'application des accords. C'est ça qu'a dit le Premier ministre. Donc le président ne dit pas il ne faut pas passer au crible les accords de 1968. Parce que dans sa déclaration à Porto, quand il dit il n'est pas question de revoir cela, évidemment, on comprend autre chose. Mais écoutez, regardez si des accords sont appliqués. Je pense que personne ne peut être hostile à cela. La liste des 28 individus dangereux qui sont sous OQTF, qui doivent être envoyés. Est-ce que l'Algérie va les accepter ? Ça, c'est justement l'enjeu de tout ce que l'on est en train de discuter. C'est l'enjeu de tout ce que l'on est en train de discuter. J'entends bien votre explication sur la communauté algérienne en France et j'y concours. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il y a une autre raison. Quand les Algériens, dans ce même communiqué, parce que tout est dit, en cas de remise en cause de l'accord de 1968, sera suivi de la part de l'Algérie d'une même remise en cause des autres accords et protocoles de même nature. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un accord stratégique, financier, économique, énergétique avec l'Algérie. Quels sont les accords entre la France et l'Algérie sur le pétrole, sur le gaz, que la France ne veut pas remettre en cause? Quel est le dossier embarrassant qui fait que, le président de la République a, d'une certaine manière, si ce n'est désavoué son Premier ministre, a freiné à Porto au Portugal en disant il n'est pas question pour l'instant de remettre unilatéralement en cause ces accords de 1968. Quel est vous qui êtes en charge de l'industrie, ce dossier industriel important auquel on ne veut pas toucher? Mais il n'y a pas de dossier industriel caché ou de dossier énergétique caché. Tous ces accords, ils sont validés par la représentation nationale, ils sont publics et l'enjeu aujourd'hui, c'est... Caché ou pas caché, il paraît qu'il y a des intérêts économiques
avec Total notamment. Évidemment qu'il y a des... Il y a énormément d'entreprises, il y a énormément d'argent en jeu entre l'Algérie et la France. Françaises qui ont des activités en Algérie. Voilà. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Mais encore une fois, ne laissez pas penser, Pierre de Villeneuve, qu'il y a des choses qui échapperaient de manière un petit peu occulte à notre vision. J'ai dit qu'ils échapperaient peut-être au grand public. Puisque ce sont des choses, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des négociations entre États et que Donald Trump et Zelensky n'auraient pas dû dire ça publiquement, ce qui a été dit. Là, de la même façon, il y a des choses qui sont dites entre nations et qui ne sont pas forcément connues du grand public. Il y a donc des intérêts, si je comprends bien, économiques, financiers, industriels, et notamment peut-être avec Total. Et je me tourne vers Clémence Lemesse des Échos, qui connaît peut-être le sujet mieux que moi. Et ça, évidemment, du coup, on marche sur des œufs. Alors, une des questions, justement, alors il n'y a pas que Total, il y a 400 entreprises françaises qui sont implantées en Algérie. Et récemment, justement, tous ces chefs d'entreprise ont critiqué le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, en disant qu'avec ses déclarations très anti-algériennes, c'est ce que pensent les industriels français, il complique énormément la relation franco-algérienne et leur business sur place. Vous vous placez comment? Est-ce que vous pensez justement que les déclarations de votre collègue nuisent aux intérêts français en Algérie, où il y a quand même beaucoup d'intérêts, ou il fallait en passer par là, on en est arrivé à une telle situation que il faut mettre vraiment le dossier sur la table et ne pas céder en fait aux Algériens? Mais il ne faut pas être binaire dans son approche. Il y a des paramètres qui touchent à la sécurité, aux régaliens, à l'immigration, dans notre relation avec l'Algérie. C'est les OQTF, c'est aussi la coopération sécuritaire en matière de lutte contre le terrorisme. C'est un élément important. C'est aussi l'avenir de Boualem Sansal. C'est aussi l'avenir de Boualem Sansal. Qui est retenu en ce moment. Également. Et moi j'appelle évidemment à sa libération parce qu'il est retenu dans des conditions qui sont inacceptables. Mais tous ces paramètres composent une partie de la relation avec l'Algérie. Les paramètres économiques, financiers, industriels, énergétiques composent aussi une partie de la relation avec l'Algérie. Donc il n'y a pas... Et puis rappelons que ce réponse binaire à apporter. Il faut tenir compte de l'ensemble des paramètres. Et c'est la raison pour laquelle, quand on dit qu'on va regarder l'ensemble de la relation, l'ensemble des traités qui nous lient, l'ensemble des liens économiques, des liens humains, des liens culturels, pourquoi pas, avec l'Algérie, pour ensuite en tirer des enseignements et des conséquences sur l'évolution de la relation, moi, ça me paraît être de bonne gestion, de bonne méthode de la relation. Je comprends votre raisonnement. D'un côté, il y a une volonté de la France, vous dites qu'il faut reprendre le dialogue. De l'autre côté, l'Algérie, le régime algérien insulte la France à répétition. Vous connaissez la formule, il faut être deux pour danser le tango. J'ai l'impression que la France danse seule en ce moment, et de l'autre côté, on l'insulte pendant qu'elle danse. Et on refuse de reprendre par 14 fois un individu sous OQTF. Bien sûr. Je parle de l'assaillant de Mulhouse. Bien sûr, l'assaillant de Mulhouse qui a fait effectivement l'objet de 14 refus de la part du gouvernement algérien pour revenir sur le territoire algérien. Mais encore une fois, moi, je pense que la diplomatie, la relation entre deux pays qui ont cette histoire, ne doit pas être caractérisée par les mots qu'a évoqué Pierre de Villeneuve et que vous évoquez, c'est-à-dire des mots d'une agressivité. C'est pas moi qui les évoque, c'est le comité. Bien sûr, non. Les mots que vous avez lus, les mots que vous avez lus, évidemment. Ça, je pense que ça n'est pas une manière de faire prospérer la relation. Mais encore une fois, la diplomatie, je ne suis pas un diplomate de profession, c'est toujours se projeter dans l'avenir et ne pas insulter l'avenir. Vous dites les mots, juste sur un mot. Dominique de Villepin, cette semaine, a refusé de qualifier l'Algérie de dictature. Est-ce que, selon vous, l'Algérie est une dictature? Je ne me prononcerai pas avec ce terme-là sur l'Algérie. Non. Donc c'est une non-dictature qui enferme Boualem Sansal. Écoutez, c'est un régime qui, sur cette décision-là, sur d'autres décisions, fait preuve de valeurs qui ne sont pas les nôtres, tout simplement. Marc Ferracci est notre invité au Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant pour parler industrie, électricité et voitures, notamment. À tout de suite. Marc Ferracci, invité du Grand Rendez-vous. Quelques dossiers qui vous concernent, puisque ce sont des dossiers qui sont importants pour la vie des Français. Et le premier d'entre eux, c'est l'électricité. Alors, à chaque mois suffit sa peine. On nous a d'abord annoncé une baisse des tarifs au 1er février, chouette, 10% de moins en moyenne. 1er mars, on nous annonce une hausse dans l'autre sens en 2026 pour compenser l'accès à l'électricité. Tarif réglementé ou pas, tout le monde y passe. Comment est-ce que vous voulez que les Français comprennent? Non, mais pardonnez-moi. Là, il y a eu une baisse de 15% des factures, et les Français ont pu les constater, ces baisses
de manière extrêmement concrète. Et ce que vous évoquez, ça n'est absolument pas quelque chose qui va se concrétiser. Ce que vous évoquez, c'est le résultat d'une étude qui a été faite par une revue qui s'appelle UFC Que Choisir et qui applique les règles qui vont avoir cours à partir de 2026 parce qu'effectivement, nous changeons de système, on va s'en reparler. De calcul. De mode de calcul des tarifs réglementés de l'électricité et qui les applique à des données qui sont celles d'aujourd'hui. La réalité, c'est que il n'y aura pas de hausse l'année prochaine parce que tout simplement, le système qui va être en vigueur à partir de 2026, c'est un système qui va protéger les consommateurs. Comment est-ce que ça va protéger les consommateurs ? Eh bien, ça va protéger les consommateurs parce qu'il est prévu qu'au-delà de certains prix de marché de l'électricité, eh bien, le revenu que EDF va réaliser, les bénéfices que EDF va réaliser, vont être rétrocédés aux consommateurs. C'est ça qui est prévu à partir de 2026. Et nous l'avons d'ailleurs introduit dans le projet de loi de finances dès 2025. Donc, ici... Vous reprochez à UFC Que Choisir d'avoir menti aux Français ? Je ne dis pas mentir, je dis simplement que la méthodologie qu'ils ont utilisée n'est pas la bonne et que ce qui est aujourd'hui prévu, c'est justement un système qui protégera les Français, les consommateurs, les ménages comme les entreprises d'ailleurs, d'augmentation exponentielle des prix de l'électricité comme celle que nous avons pu connaître ces dernières années. Et ça, c'est quand même un élément très important. Justement, sur ces variations de prix, EDF est en train de signer des contrats de long terme et de très long terme avec des grandes entreprises pour justement pallier à ça. Vous savez où ça en est ? Est-ce que les contrats avancent ? Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a que des lettres d'intention, visiblement, plutôt. D'abord, c'est un élément extrêmement important de la compétitivité de nos industriels. On a besoin d'avoir des coûts de l'énergie à bon prix et sur un horizon temporel suffisamment long pour permettre d'investir notamment dans des grands projets de décarbonation pour améliorer la compétitivité vis-à-vis notamment des industriels chinois. Donc ça, donner ces contrats à terme à nos industriels, c'est très important. Il y a effectivement des négociations qui ont lieu aujourd'hui entre EDF et les industriels qu'on appelle les électro-intensifs. C'est l'acier, c'est la chimie, ce sont toutes ces industries qui sont extrêmement consommatrices d'électricité. Et ces négociations, je vais le dire, n'ont pas suffisamment avancé ces dernières semaines et ces derniers mois. À partir du 1er janvier 2026, on bascule dans un autre système dans lequel, effectivement, les industriels doivent avoir accès à des contrats pour des gros volumes d'électricité. Donc moi, j'appelle à ce que ces négociations atterrissent. Nous suivons avec le ministère de l'Énergie et de l'Industrie, ces négociations de manière extrêmement attentive. Nous n'intervenons pas directement dans ces négociations, parce que ce sont des négociations entre EDF et les industriels, mais nous souhaitons qu'elles atterrissent, parce qu'il en va véritablement de la compétitivité de nos industriels. Un certain nombre de projets d'investissement, aujourd'hui, dans des filières comme la sidérurgie, sont suspendus, faute de visibilité sur ces tarifs de l'électricité. J'étais dans une aciérie en Seine-et-Marne cette semaine, qui... produit la nuit. J'y suis allé de nuit. Pourquoi ? Parce qu'ils produisent en heure creuse du fait des tarifs de l'électricité. Donc c'est un aspect absolument essentiel de la compétitivité qu'il faut que nous réglions. Alors, sur le plan, on pourrait dire plus macro, on a vu avec l'élection de Trump aux États-Unis l'idée de relâcher toute une série de réglementations pour accélérer la réindustrialisation américaine. Et on entend en Europe, pour plusieurs, disent ce qu'on appelle le Green Deal au sens large, entrave en fait la capacité de l'Europe de se réindustrialiser. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Je pense que notre politique industrielle doit désormais se muscler de manière extrêmement volontariste, parce que nous avons des ambitions climatiques, nous avons des engagements climatiques, et moi je souhaite que nous les atteignions, mais on ne peut pas les atteindre si on n'a pas une politique industrielle plus offensive, avec du soutien aux investissements, avec du soutien à la demande, notamment sur des filières comme le véhicule électrique, du soutien aussi en matière de protection commerciale. J'ai organisé cette semaine avec d'autres ministres de l'industrie un sommet sur l'acier. Pourquoi ? Parce que la filière sidérurgique est aujourd'hui dans une grande difficulté, notamment du fait d'une compétition pour partie chinoise qui est surcapacitaire, dans laquelle l'acier est extrêmement subventionné. Et on a besoin de protection commerciale, de clauses de sauvegarde, c'est-à-dire de tarifs élevés dès lors que les exportations chinoises sont trop importantes en Europe. C'est ce que nous demandons, et nous demandons cela... Et vous voulez refaire les aciéries des années 70 en France ? Pardonnez-moi, nous demandons cela
à très brève échéance. Mais vous savez, l'acier est une dimension absolument essentielle de notre compétitivité, surtout de notre souveraineté. Je suis absolument d'accord avec vous, Marc Ferracci, mais pourquoi est-ce qu'on a fermé toutes ces aciéries pendant des dizaines d'années ? D'abord, il y a des aciéries... Qui créaient des bassins d'emploi, les gens étaient heureux. Il y a des aciéries qui se développent. Il y a des aciéries qui sont en difficulté et qu'on sauve. Je serai demain, lundi, en Haute-Marne, pour annoncer et accompagner le sauvetage d'une aciérie qui s'appelle Hachette et Driou, dans laquelle il y a à peu près 300 salariés. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ArcelorMittal? Enfin, il y a eu plein de choses. Sur ArcelorMittal, justement, les hauts fourneaux les hauts fourneaux d'ArcelorMittal devaient décarboner. Finalement, ils ne décarbonent pas. Eh bien, tout le monde est très inquiet en se disant s'ils décarbonent pas, ça veut dire qu'ils vont finir par les fermer. On en est où sur ce dossier ? Justement, vous me donnez la possibilité de vous expliquer pourquoi ce type d'investissement, je ne parle pas de cet investissement en particulier, mais ce type d'investissement est suspendu. Pourquoi ? Parce que, je ne reviens pas sur les coûts de l'électricité, il faut qu'ils baissent et c'est l'enjeu de la négociation qui est en cours actuellement. Et aussi parce que la protection commerciale est insuffisante. Les acteurs de l'acier qui étaient réunis au ministère de l'économie cette semaine nous l'ont dit. Nous avons besoin d'une part de protection commerciale de court terme et d'autre part d'une taxation du carbone aux frontières parce que l'acier qui rentre en Europe est un acier qui a été produit souvent de manière très carbonée, c'est-à-dire avec des centrales à charbon qui produisent l'électricité qui permet de produire l'acier. Et ça, c'est quelque chose qui ne permet pas aux industriels européens de jouer à armes égales. Et donc, on a besoin de protection commerciale et il faut réagir très vite. Il faut réagir. Est-ce que l'Europe peut réagir vite ? Eh bien, moi, je souhaite qu'elle réagisse très vite. Je souhaite qu'elle envoie des signaux et c'était le sens de l'interpellation que nous avons formée. La Commission européenne, et c'est une bonne nouvelle, entame un dialogue stratégique dans les jours qui viennent sur l'acier. Ça va durer 6 semaines et de là sortiront, je l'espère, des décisions. Nous avons souhaité, donner de l'élan à ce dialogue afin que les décisions soient des décisions puissantes pour l'acier européen parce que c'est un enjeu de souveraineté. On ne produit pas des canons César sans acier, Pierre de Villeneuve. Qu'est-ce qu'on fait pour les voitures ? On a vu juste avant la pause, pendant la pause, il y avait une pub, plusieurs d'ailleurs, pour des voitures. Il n'y a jamais eu autant de pubs pour des voitures et les voitures sont de plus en plus chères. Les gens n'arrivent plus à acheter des voitures. Est-ce que vous avez la volonté de faire de la voiture un bien rare et d'exception comme c'était le cas au tout début de la voiture, au début du XXe siècle ? Aujourd'hui, on a une filière automobile européenne qui est confrontée à une demande trop faible. On a besoin, à la fois en France et en Europe, de soutenir la demande, de soutenir les investissements, et notamment des investissements en matière de diversification des sous-traitants, parce que vous savez que quand vous basculez du moteur thermique vers le moteur électrique, il y a un certain nombre de sous-traitants, notamment les fonderies qui sont en difficulté. Il faut leur donner la possibilité de se reconvertir dans d'autres activités, parfois d'ailleurs des activités de défense. Et puis là aussi, il faut sortir de la naïveté au niveau européen. Sortir de la naïveté, ça veut dire s'intéresser à des productions qui rentrent en Europe avec énormément de subventions. Il y a quelques semaines, la Commission européenne a annoncé, le Conseil européen l'a validé, une augmentation des tarifs sur les véhicules électriques chinois. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté que l'ensemble de la chaîne de valeur des véhicules électriques chinois, de l'extraction des batteries pour le lithium jusqu'au fret maritime, était subventionné. Donc là aussi, il faut encore une fois, sortir de la naïveté. Mais on revient au contexte européen, c'est-à-dire d'un côté, hyper subvention ailleurs aussi moins de contraintes dites écologistes. Au final, l'Europe ne joue pas à armes égales. Mais c'est la raison pour laquelle il faut simplifier les choses, c'est la raison pour laquelle il faut donner de nouveaux relais à la construction automobile. Je vous donne un exemple. Nous avons introduit dans le projet de loi de finances pour 2025, et c'est en train d'être repris par la Commission européenne, un principe consistant à inciter les entreprises à électrifier leur flotte de voitures. Un véhicule 9 sur 2 en France, et en Europe d'ailleurs, est un véhicule qui est acheté par des entreprises pour leur flotte. Donc c'est un levier puissant. Ça, il faut aller plus vite et plus fort sur ce genre de sujet. Et sur la simplification et sur l'ensemble des sujets qui touchent à la simplification, évidemment qu'il faut aller très vite et très fort. Marc Ferracci, vous êtes le ministre de l'Industrie. Il y a une industrie qui nous touche ici profondément, c'est l'industrie de la télévision. C8 et Énergie 12 ont fermé vendredi soir. La soirée sur C8 était particulièrement émouvante, retraçant 20 ans de télévision, de la production, des moyens, beaucoup d'humains. C8 était la première chaîne de la TNT. Fermer une chaîne, détruire l'emploi, casser l'outil de travail, c'est dur pour tous ceux qui sont concernés, mais c'est aussi antinomique avec l'idée qu'on se fait de la France. Avec tout ce que vous venez de dire sur l'industrie, sur les aciéries,
Moi, j'aimerais que vous me parliez aussi de l'industrie de la télévision et comment est-ce que vous comprenez cette décision. Écoutez, je pense que les choses, très sincèrement, ne sont pas comparables. C8 a fermé en tant que chaîne hertzienne, chaîne de la TNT. Rien n'empêche d'ailleurs C8 de rouvrir sur le câble. Hein. Ce qui, aujourd'hui, fait l'objet d'une sanction de la part de l'Arcom, c'est un certain nombre d'excès qui ont été constatés sur C8 avec un certain nombre de sanctions qui ont été prises. À un moment ou à un autre, lorsqu'il y a des règles, il faut les appliquer. Moi, je suis pour qu'on applique les règles. On ne peut pas, d'un côté, s'émouvoir que dans la rue ou dans la société, la délinquance progresse. Je ne mets pas sur le même plan, évidemment, ce qui se passe à la télé et la délinquance dans la rue. Mais à un moment, le principe des règles, c'est un principe qui doit s'appliquer à tous. Lorsque les règles sont outrepassées, lorsque des lignes rouges sont franchies, et il y en a eu un certain nombre, vous le savez, sur l'émission TPMP. Et là, vous me parlez d'une émission, là, je vous parle d'une chaîne entière, oui, avec 400 emplois derrière. Oui, mais à un moment ou à un autre, il faut que les conséquences de l'ensemble de ces dépassements, de ces excès... Donc ça n'est pas une décision politique. Ce n'est absolument pas une décision politique. Ce n'est pas de la censure, il n'y a pas d'arbitraire. L'Arcom est une autorité indépendante. Il n'y a pas de décision politique derrière cela, non? Donc ce n'est pas de la censure, comme dit... ce n'est ni de la censure, ce n'est pas de l'arbitraire, ce n'est pas la volonté de frapper une chaîne en particulier et de te faire traiter NRJ12 comme une forme de victime collatérale. Je comprends que ça suscite, ici en particulier, de l'émotion. Je le comprends. Et je le comprends aussi pour les salariés. Mais et encore une tous fois, les téléspectateurs je veux répondre à votre question sur l'arbitraire. Ça n'est pas arbitraire à partir du moment où il y a des faits. Il y a des faits qui sont documentés. Et comme ils passent à la télé, ces faits, tout le monde peut les constater. À un moment ou à un autre, lorsque une fois un excès est commis, deux fois un excès est commis, des dizaines de fois des excès sont commis, oui, mais à un moment ou à un autre... On parle d'un programme, pas d'une chaîne, Monsieur Ferracci. Écoutez, ça, c'est une décision, encore une fois, qui a été prise par une autorité indépendante. Et moi, je pense que... On n'a pas détruit l'outil industriel, selon vous? Non, je ne pense pas qu'on ait détruit l'outil industriel sur ce sujet, non. Merci Marc Ferracci d'avoir été l'invité du Grand